Téléspectateurs de la région de Mopti, merci de cette fidélité renouvelée au programme de Renouveau TV. Bienvenue dans votre émission Les Grands Jurys. Ce soir, les Grands Jurys reçoivent Dr Youssouf Diawara. Il est le président réélu à la tête du comité exécutif central du parti Yelema, les changements. Docteur Président Diawara, merci de cette comparution devant le grand jury. Merci bien, Barou. Merci Abdraman et Alaya pour encore une fois l'opportunité que vous m'offrez encore de m'exprimer sur un certain nombre de sujets. En tout cas, nous sommes aussi tout heureux de vous recevoir pour la énième fois dans cette émission. Et Abdraman Keïta, nous allons poser collégialement les questions ce soir. Abdraman Keïta, il est directeur de publication du journal Le Témoin, vous le savez déjà. Abdraman, merci d'être là. Bonsoir. Nous avons Laya Diarra, le percutant Laya Diarra. Il est du journal Le Soir de Bamako. Diarra, merci d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation. Votre voix ne porte pas visiblement ce soir. Bon, merci beaucoup aussi, Barou, pour l'invitation. Merci. Ce qui va faciliter la tâche à nos techniciens, à notre équipe de réalisation. Et je suis Oumar B. Sidibé pour ceux qui nous suivent sur la radio Renouveau FM ou la 98.1 FM. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Monsieur le Président, réélu à la tête du parti Yelema, les changements, votre observation sur la composition du jury? Aucune objection. Aucune objection. Abdraman? Bon, il a bien ébauché, il a si bien dit que c'est l'opportunité pour lui de s'exprimer sur un certain nombre de sujets. Et je pense qu'il nous facilite déjà la tâche en se prêtant à ce jeu-là. Et vous l'avez si bien dit, et parmi ces sujets, il y a sa réélection, oui, qui n'est peut-être pas une surprise, puisqu'on a entendu le président lui-même, l'ancien président lui-même, qui a été aussi désigné comme candidat du parti, dire de lui que le Yelema est mieux géré que sous lui sa présidence. Donc ce n'est pas une surprise mais seulement il est à la tête d'un parti politique qui est vraiment au devant de la scène depuis un certain temps, qui ne rate aucune occasion de s'exprimer sur les sujets. Et aujourd'hui, l'actualité est si abondante qu'on a besoin vraiment de ce que pensent les militants et les responsables, surtout les responsables de Yelema, sur tout ce que le Mali traverse aujourd'hui. Et c'est ce qui vraiment justifie sa présence ici, et je pense qu'il va s'acquitter convenablement de la tâche comme il a eu à le faire les 2 dernières fois où il était là. Je pense que c'est sa 3e comparution devant le grand jury, si je m'abuse. Abdraman, je présume que vous notez avec moi que Laya présente une mine très méchante ce soir, hein? Non, pas du tout. Au contraire, je suis très jovial. Très jovial. Il est tendu. Il se trompe sur mon compte. Il est une mine tendue. Pas du tout, Abdraman. Pas du tout. Qu'est-ce que vous inspire? Laya, que vous inspire d'avoir Dr Diawara ce soir? Très heureux de retrouver pour une seconde fois Dr Diawara, qui vient d'être fraîchement réélu à la présidence du parti Yelema. Je crois que nous avons en face un jeune leader ambitieux, l'a dit, très percutant. Donc, au sortir du congrès du parti, qui avait été précédé aussi de la signature de c'est pas mal d'impact, de protocole d'alliance avec d'autres entités, moi je crois que c'est l'occasion. En l'occurrence, le M5 Malikoura, RFE Malikoura. Ouais. Et ce serait l'occasion de nous en dire davantage. Oui. Et puis les grandes résolutions issues du congrès qui a vu sa réélection, nous allons aborder. Et l'actualité aussi, vous savez, est actuellement abondante. Abdraman l'a si bien dit. Et je crois que toutes ces questions, je crois que seront abordées au cours de ce débat avec Dr Diawara. Docteur Diawara, on a justement parlé de votre réélection à la tête du parti. Justement, quels sont les points positifs de votre premier mandat qui ont milité en faveur de votre élection à la tête du parti? On parle d'un taux de réalisation de 60-68% déjà. Merci bien, Barou. Et comme je l'ai dit, c'est toujours une opportunité pour moi
d'échanger avec les Maliens de façon générale et souvent de façon particulière avec les militants aussi du parti. Et vous avez bien dit que nous venons d'un congrès, le 4e du JAR, et où nous étions dans l'obligation de tenir ce congrès. Vous savez, à Yéléma, nous tenons compte des délais et nous sommes un parti. Et beaucoup nous ont dit d'attendre, on est en crise, mais nous sommes formels, que quand on a des engagements, nous avons un devoir de redevabilité. Vous êtes en train de lancer des flèches à d'autres formations politiques qui n'ont pas pu tenir leur congrès, par exemple. Vous savez, le plus important, c'est d'abord le parti Yéléma. Et ce que je gère, et c'est auprès des militants que je rencontre. Donc, ils m'ont donné un mandat de 3 ans. J'ai souhaité qu'il n'y ait pas une seconde de plus et qu'on puisse tenir convenablement les assises du congrès et de relire un Jure de toute la légitimité qu'il faut pour conduire à diriger. Tout à fait. Vous savez, il faut éviter les questions de jurisprudence. Oui. Les débordements, souvent, que Dieu nous en garde, peuvent aboutir à des choses qu'on ne s'y attend pas. Et à notre élection, nous avons donné une certaine orientation à notre formation politique. Oui. On avait voulu en faire une véritable institution politique. Ça, c'était un enjeu sur lequel nous avons engagé le parti. Et sur ce point, nous avons dégagé 6 axes prioritaires. Oui. Et 45 objectifs, et 104 indicateurs de résultats, et 104 actions et 105 indicateurs de résultats. Et au bout du mandat, oui, on est à 64%, comme ça a été dit. Mais il y a un volet spécifique qui n'a vraiment pas été pris en compte, où on n'a pratiquement pas fait d'action. Ça, c'est le volet des élections. On a une série d'actions qui étaient programmées autour des élections, qui n'a pas été menée. Oui, bien sûr, ça joue sur les résultats du mandat. Sinon, croyez-moi, on a fait ce qu'on peut faire. Sinon, vous aurez fait les 100%. Oui, l'essentiel de nos objectifs. Vous savez, on a un certain nombre d'actions qu'on a menées, qu'on a abouties pendant le mandat, qui vont rester pour l'histoire, pour notre formation politique. Laya, oui. Nous sommes au 4e congrès du parti Yéléma. Au 4e congrès, oui. Bon, je crois que le congrès, quand même, a été sanctionné par l'adoption d'un plan stratégique sur les 10 ans à venir. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, le plan, comme vous l'avez dit, c'est un plan stratégique. Et ça, c'est une des ambitions qu'on s'est fixé quand on a pris les rênes du pouvoir. Le pilotage à vue, on a souhaité qu'on sorte un peu de ça. Et les enjeux sur des mandats, mon mandat, on a aussi souhaité sortir de ça, que le parti s'inscrit dans une dynamique de longue durée, oui, et où tous ceux qui viendront en termes de leaders puissent s'inscrire dans cela. C'est pourquoi on avait instruit au comité de planification stratégique, qui est une initiative que nous avons voulu engager et que nous avons d'ailleurs conduit à terme et qui ont fait un travail formidable de plus de 70 pages pour essayer de fixer le cap avant la fin de la transition et après la fin de la transition. Parce que pour le moment, nous n'avons pas de visibilité sur la fin de la transition. Il serait judicieux pour nous de nous inscrire en phase. Et pourquoi le plan stratégique a beaucoup plus travaillé pour essayer d'inscrire le parti sur les 10 années à venir pour qu'on puisse apparaître aux yeux des Maliens comme le parti du véritable changement. D'accord. Et le parti qui sera perçu comme un parti de rassemblement des Maliens. Voilà un peu les enjeux. Oui, effectivement. Je pense qu'en disant que les points concernant les élections que vous n'avez pas pu les réaliser, vous avez certainement oublié d'ajouter que vous avez quand même participé d'une façon ou d'une autre au référendum qui s'est déroulé. Et on sait que ce référendum s'est déroulé particulièrement au niveau de Yéléma par un certain malaise qui vous a conduit même à faire recours à l'arbitrage de la base. Comment est-ce que ce malaise-là est aujourd'hui géré, qui respirait quand même à un certain niveau, un peu une rupture quand même. Ouais, une sorte de décalage. Hein? Une sorte de rupture entre la base et le sommet du parti. Vous savez, Abdraman, on est une organisation sociétale qui a ses défis. Et notre objectif pour nous, c'est de travailler à les transcender. Ça, c'est le plus important. Le référendum a eu ses difficultés parce qu'il y a eu une division sur le processus et l'orientation. Parce que le parti, faudrait-il le rappeler, avait fait ses observations par rapport au projet de la Constitution.
On avait fixé un certain nombre de principes et sur lesquels le parti devrait s'engager. Nous avons souhaité qu'il y a un certain nombre de réformes qui devraient être mises dans la Constitution. Et le parti a fait un document dans ce sens. Et quand on a été saisi, nous avons soumis ces documents aux autorités en la matière. Le parti a souhaité également que le référendum soit un cas de rassemblement des Maliens. Et c'est les deux principes que nous avons engagés. Et de notre lecture, on avait une division nette des Maliens et beaucoup de nos préoccupations n'ont pas été prises en compte. Y compris en votre sein même. J'arrive, vous m'avez posé une question d'expliquer un peu ce qui s'est passé au niveau du parti et c'est ce que j'explique. Et comme je l'ai dit, le parti en son sein a senti que les documents qu'il a fournis ont été satisfaits à hauteur de 37%. Donc la logique voudrait que le parti ne soutienne pas la révision de la Constitution. Mais vous savez, quand on est dans une organisation où le militantisme commence à s'installer et où il y a assez de tensions, nous avons ramené aussi la question, au-delà de ces deux questions, mené la question au niveau du comité exécutif central, qui aussi est allé dans ce sens. Mais la consultation de la base a donné un autre avis. Vous savez, quand on est responsable d'un parti comme Yelema, qui se construit tous les jours, certes dans beaucoup de difficultés, mais croyez-moi, qui progresse et tous les jours qui progresse et il faudrait beaucoup compter sur notre formation politique. L'enjeu était beaucoup plus la cohésion au sein du parti. C'est pourquoi nous avons préféré demander à tout le monde de voter selon ses propres convictions pour éviter que la dynamique qu'on a engagée de mieux consolider le parti. Qu'est-ce qui explique cette rupture entre la base et le sommet du parti? Est-ce que vous serez obligé, devant chaque difficulté, de recourir à cette forme de démocratie directe pour dénouer vos crises? Vous savez, on est dans... Yelema, c'est un parti de solutions, pas de problème. Nous avons compris qu'il y a un souci peut-être à ce niveau, où même le mécanisme d'identification des véritables militants à la base n'était pas cerné. Et ça posait beaucoup de problèmes. C'est pourquoi on est en train de travailler sur un certain nombre de plateformes pour que depuis la base, quand on est identifié, qu'on soit automatiquement identifié au niveau du sommet du parti. Et avec bien sûr un certain nombre de critères qui vont nous permettre de mieux identifier, comme les critères de participation aux activités, de paiement d'un certain nombre de cotisations, pour permettre d'avoir une base de données où à tout moment, on peut directement consulter cette base avec une plateforme où les gens vont donner leur avis direct. C'est-à-dire l'épisode a tout l'air, vous ne voulez pas peut-être le reconnaître, d'une infiltration de vos structures, de vos bases par les partisans du oui à ce référendum. C'est une évidence. Ça veut dire qu'en réalité, même dans les autres rendez-vous électoraux, si la base sera infiltrée de la même façon qu'elle l'a été lors du référendum, votre candidat qui vous a choisi... L'infiltration, est-ce que vous pouvez en dire plus? Est-ce qu'il s'agit d'infiltrer l'infiltration par des personnes extérieures? Non, mais c'est clair, il y a des influences, en bas. Vous confirmez déjà cette thèse de... Certainement, sinon ça ne peut pas s'expliquer. Oui, mais est-ce que déjà... Cette rupture qu'il y a entre un sommet, parce que sous d'autres cieux d'ailleurs, ça amène même des sommets à se défaire de leurs responsabilités, du mandat qu'on leur a confié. Sauf que est-ce que le président du parti Yelema est d'accord avec cette thèse de Abdraman déjà, la thèse d'infiltration? Vous savez, il faut comprendre que nous sommes aussi un parti républicain. Oui. Et il y a beaucoup de courants. C'est un parti de masse. Croyez-moi, il y a beaucoup de courants. Oui. Et le débat démocratique... Au sein du parti. Au sein du parti, oui. C'est logique. Mais nous faisons en sorte que le débat démocratique prévale. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de discussions, beaucoup de tensions souvent. Mais au finish, quand on prend une décision, on s'en tient à la décision. Vous ne voulez pas utiliser la notion de l'infiltration déjà? Non, la notion de l'infiltration. Vous savez, moi, je travaille sur des faits. Oui. Et qu'est-ce qui me prouve qu'on est infiltré? C'est quand j'aurais identifié l'ensemble de mes militants, les mettre dans un processus cohérent et les identifier. Oui. Et c'est autour de ça, après les consultations, on peut s'en rendre compte. Parce que l'objectif pour nous, c'est de verrouiller qu'il n'y ait pas d'influence extérieure. On va évoluer. Hein? On nous apprenons de réseaux sociaux. Oui, à ce niveau, il a une question. Je reconnais. Puisque le processus du référendum, quand même, a donné naissance à des dissensions au sommet même du parti. Comment est-ce que vous avez géré ces contradictions? Lors du congrès, finalement.
Non, ils Attends, se sont référés, comme il l'a dit, à Oui, l'arbitrage la de la question base. est déjà tranchée. Hein. Ouais, c'est l'arbitrage Vous de la savez, base. moi je suis assez surpris même que cette question Oui. revienne. Parce que nous, on a dépassé cette question il y a longtemps. Ouais, mais On est sur vous d'autres pouvez le enjeux. rencontrer après, Ouais. parce qu'il y a d'autres échéances électorales à venir. C'est pourquoi je vous ai Ça, dit le que problème, nous c'est sommes pourquoi en on train vous de pose la travailler question. à Cette mettre question des ne doit pas vous étonner, mécanismes, hein. à mettre des Parce qu'on peut pas mécanismes pour Hein? répondre à de tels défis. Ok. Le parti est un parti avant-gardiste. Croyez-moi, ce que nous sommes en train de produire comme outil va énormément jouer sur les Avant-gardiste. influences qui ne finiront jamais. Les Avant-gardiste, influences- un parti avant-gardiste où on procède par comment on appelle, un procédé de démocratie directe pour trancher les questions. Non, un parti avant-gardiste, vous êtes plutôt un parti de masse. Vous savez, C'est pas un parti avant-gardiste, M. Diawara. Abdraman, comme je l'ai dit, nous avons des défis et nous sommes en train de travailler à donner des solutions sur ces défis. D'accord. Cette question de la démocratie directe, de la constitution directe, c'est à tous les niveaux. À beaucoup de niveaux, j'ai dit aux militants du parti, le parti élit ses responsables aussi pour prendre certaines décisions. Mais toute décision qui va concerner directement l'ensemble des militants, nous mettrons des mécanismes pour les consulter. D'accord. Mais là, il faut qu'on verrouille les systèmes pour éviter, comme Abraham l'a dit, qu'on ait une influence sur nos décisions. C'est ça l'enjeu. Ok, Et c'est sur ça que nous parmi sommes les en train décisions de qui travailler. peuvent concerner l'ensemble des militants du parti, c'est bien le choix du candidat du parti à l'élection présidentielle. Est-ce que cette question, le 4e congrès a définitivement tranché cette question En choisissant. en choisissant un candidat? Nous apprenons déjà que c'est l'ancien Premier ministre, l'ancien président du parti qui serait choisi par le 4e congrès comme, en tout cas, porte-étendard du Yéléma à la prochaine élection présidentielle. Vous le confirmez? Non, je le confirme. Je le confirme. Vous savez, chacun a ses responsabilités. Je reçois beaucoup de questions. Pourquoi on est dans la dynamique de choisir des candidats lorsqu'il n'y a pas d'élection en perspective? J'ai dit, chacun est dans son rôle. Moi, on m'a élu et avec une mission. Et dans cette mission, il fallait choisir le candidat avec des procédures clairement définies dans nos textes. Mon rôle, c'est d'accomplir ma mission conformément à nos textes, à notre constitution, et c'est en cela que je m'en tiens. J'ai engagé un processus de choix qui a été partagé avec tous les militants et à tous les niveaux, avec des critères bien connus. Et les gens ont postulé. L'ancien président a postulé comme d'autres. C'était lui seul? Non, on a eu d'autres candidatures. Mais avec les critères qu'on avait mis, certains étaient éliminés. Peut-être les jeux étaient déjà pipés, les dés étaient pipés. Ça peut paraître comme cela, mais croyez-moi, on a engagé une procédure. Les critères ont été définis, Taillés sur mesure. taillés sur sa mesure. Non, vous savez, il y a des critères constitutionnels pour être président. Oui, c'est vrai. Et on est obligé de prendre ces critères. Ouais. Dans nos textes, il y a des critères. clair. On est obligé de prendre ces critères. Et avec des documents y afférents pour nous permettre de les apprécier. C'est en cela que nous avons choisi de façon très démocratique notre candidat pour les prochaines élections présidentielles. Laya, sur cette question, certainement. Sur la même question, le Congrès a désigné le porte-étendard du parti pour les prochaines élections, mais l'investiture n'est pas faite. Pourquoi cette démarche? C'est une très bonne question. Vous savez, j'ai été confronté à un certain nombre de problématiques. Aujourd'hui, nous sommes dans... Le parti m'avait confié la mission de rassembler les Maliens et les partis politiques autour du candidat du parti. Vous savez, c'est tellement difficile d'engager une telle procédure sans avoir les mains libres. Moi, je n'avais pas de candidat. Comment je vais rassembler les gens derrière qui? C'était un enjeu sur lequel il fallait trancher. Et c'est pourquoi nous avons demandé, donnez-moi les cartes pour aller rassembler les gens, rassembler les partis, rassembler les Maliens. C'est pourquoi nous l'avons inscrit dans le Congrès pour nous mettre dans les dispositions pour aller rassembler. Parce que les consignes sont claires. C'était de rassembler derrière une candidature du parti. Si je n'ai pas les mains libres, ça va être compliqué. Ok. Allez-y. Oui, allez-y. Bon, vous avez choisi votre candidat. Peut-être que Laya a posé la question parce qu'il sait qu'en réalité, malgré le choix de ce candidat, vous avez peut-être fait engager la procédure avant l'heure, puisqu'il y a des incertitudes qui pèsent. C'est les élections, c'est l'élection présidentielle qui devait vraiment, pour laquelle il devrait être investi. Et ces incertitudes pèsent, vous le savez. Et est-ce que vous sentez chez les autorités aujourd'hui, vous, au niveau des Yéléma, une intention vraiment de quitter cette situation-là que nous vivons de la transition pour aller à travers des élections sur
la normalité. Surtout nous amorçons une nouvelle année. Parce que c'est une nouvelle année. Quand on voit que chacun qui parle d'élection a des ennuis. Et on a dissous des observatoires ici. D'autres qui ont parlé d'élection se trouvent dans les geôles actuellement. Et vous sentez vraiment une volonté réelle, malgré l'engagement qu'ils ont donné de ne procéder qu'à un léger report pour organiser ces élections. Vous sentez également, vous pensez que tout ce que vous êtes en train de faire va aboutir vraiment à la participation de votre candidat à un jeu électoral, un jeu électif? Bon, je crois qu'en partie je l'avais répondu, mais je reviens encore là-dessus. Pour vous dire que chacun est dans son rôle. Les autorités actuelles ont la mission de nous faire sortir de la transition et qui finira certainement par une élection. Il y avait un deadline qui a été prorogé et s'inédit, personne ne sait quand est-ce que ça va se faire. Ça, c'est de leur responsabilité et ça a de répondre devant le peuple du Mali. Moi, je réponds devant le peuple Yéléma. Et ma responsabilité, c'est de désigner mon candidat et d'être prêt pour la compétition. Ah non, d'accord. Donc, effectivement, je comprends. Maintenant, je comprends mieux vos propos, les propos que vous avez tenus à l'ouverture du Congrès, quand vous dites que la réussite de cette transition signifie avant tout l'aboutissement de la longue lutte menée par les Maliens afin d'offrir à notre pays l'opportunité de rompre avec les pratiques de mauvaise gouvernance, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous avez parlé de tout, sauf d'élection. Est-ce que ce n'est pas une forme de résignation quand vous remettez les objectifs et les missions de cette transition à ne s'occuper que de ces choses-là que vous venez de définir ici? Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous résigner devant le combat, de revenir? Vous faisiez partie des gens qui vous battiez quand même pour le retour à l'ordre constitutionnel. Est-ce que ce n'est pas une forme de résignation? Vous savez, Abdraman, croyez-moi, le fait de choisir, ça veut beaucoup dire. Nous avons décidé de choisir notre candidat et de nous préparer pour aller aux élections. Et croyez-moi, on va se battre tous les jours pour faire en sorte que les élections puissent se tenir. Et comment vous allez le faire? Puisque les démarches qui doivent être posées dans ce sens ne sont pas visibles. Il n'y a pas de convocation. On devrait être aujourd'hui déjà en train de convoquer le collège électoral. Ce n'est pas encore fait. Vous-même, vous acceptez qu'en réalité, les missions, la réussite de la transition passe par autre chose que par l'organisation d'élections. Apparemment. Et pour appuyer. Allez-y. Et déjà, depuis la signature de partenariat, ils ont clairement dit dans la déclaration commune qu'ils sont satisfaits de la transition, mais qu'ils sont préoccupés et inquiets. Pourquoi vous êtes préoccupés et inquiets? En même temps, satisfaits de la transition. Mais surtout leur inquiétude. Pourquoi? Ils ont peur de quoi? Vous savez, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, la transition a ses réussites. Il faut avoir le courage aussi de le dire. Quelles sont ces réussites déjà? Bon, nous l'avons dit, il y a certains niveaux où il y a des avancées. On s'est battu pour que notre armée puisse mieux s'organiser, mieux s'équiper et progresser sur le terrain. Je pense qu'à certains niveaux, on sent véritablement qu'il y a des avancées. Et nous nous sommes tous battus pour que notre armée soit à Kidal. Aujourd'hui, l'armée est à Kidal. C'est des avancées. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, ce sont des avancées. Nous ne sommes pas dans une logique de rejeter tout ce que la transition fait. Il y a le courage d'applaudir ce qui est bon, de féliciter, d'encourager ce qu'on sent à nos yeux sont bons pour nous permettre de sortir rapidement de ça. Oui, mais partout où on avait... Vous êtes inquiet. Monsieur Diawara, cette inquiétude-là, de quoi avez-vous peur? Monsieur Diawara, la première mission de tout parti politique, c'est de conquérir le pouvoir. Est-ce que vous pensez que l'opportunité vous est donnée avec cette situation que nous vivons actuellement de conquérir le pouvoir? Puisqu'en réalité, on ne parle même pas d'élection et il y a une certaine résignation dans la classe politique de ne pas vouloir répondre à la question ramener la chose publique dans le giron de la politique. Allez-y, Diawara. Si on pouvait me laisser aller au fond, peut-être que vous allez comprendre. Vous avez cité une partie où nous pensons qu'il y a des évolutions majeures. Il fallait encourager et soutenir. Il y a des inquiétudes, vous l'avez dit, parce qu'on n'a aucune lisibilité sur la sortie de cette phase de transition. Voilà. Et nous avons été clairs, quand vous parlez de la déclaration avec les M5, de certaines positions. Ça a été dit, et dans les documents, vous pouvez prendre et lire. C'est bien de lire une partie, mais il fallait lire toute la partie, où nous avons des inquiétudes par rapport à
à la durée de la transition. Nous avons des inquiétudes par rapport à la candidature des militaires. Ça, c'est des inquiétudes qui sont là, qui sont avérées. Même si beaucoup pensent qu'on met les charrues avant les bœufs, mais s'il y a des inquiétudes, ayons le courage de les mettre sur la table. Ces inquiétudes, nous les avons mis sur la table. Maintenant, nous essayons de nous organiser, de nous mettre ensemble pour essayer d'avoir une synergie d'action sur un certain nombre de sujets. Toutes ces questions qui sont évoquées ici, notre rassemblement avec le M5, c'est autour de ces questions stratégiques. Il faut travailler à mettre d'abord les partis politiques, à rassembler les Maliens pour qu'on puisse avoir une lecture et une même voix sur un certain nombre de sujets d'intérêt national. C'est ça l'objet pour lequel on a décidé de nous mettre ensemble. Chaque fois quand Yelema parle de rassembler les Maliens. Il faut que ça commence quelque part. Nous avons pensé, l'option du M5, nous avons pensé qu'il faut commencer quelque part. Et c'est quelque part, nous l'avons certainement vu dans notre démarche, une réponse positive vis-à-vis du M5 RFI Malikoura qui a accepté notre offre, qui est venu, avec qui nous avons échangé et qui n'a rien d'électoral. C'est vraiment les questions d'intérêt sur lesquelles nous souhaiterons échanger et donner une lecture. Je ne peux pas vous rappeler depuis quand le cadre de concertation nationale ne se réunit pas. Ça, c'est des questions centrales. Il faut qu'on trouve les moyens que les partis se mettent ensemble pour parler d'une voix. Mais il faut commencer quelque part. Et nous pensons qu'à ce niveau, c'est déjà le bout de quelque chose qu'on va essayer de ficeler. En venant ici, tout ce que vous dites ici me confirme un peu mon inquiétude personnelle par rapport à la chose politique même, à l'action politique en tant que telle. Vous vous battez certes au niveau des éléments, mais en venant ici, j'ai appris qu'il y a une action judiciaire en dissolution du parti Sadi. Parce qu'on reproche à son président d'avoir tenu des propos qui ne vont pas dans le sens souhaité par certains. Est-ce que cela, selon vous, n'est pas vraiment une mauvaise passe? Il y a un précédent avec les PSDA déjà. Que les formations politiques sont en train de traverser, les formations politiques maliennes dans l'ensemble, l'action politique même est en train de traverser au Mali. Vous voyez, avec leur exclusion même. Vous voyez qu'il y a une certaine exclusion même de la classe politique, de la chose politique devant laquelle la classe politique elle-même est muette. Vous êtes muet par rapport même au financement qui vous est dû légalement la question, par la Constitution. Oui. Mais c'est la question que je suis en train de vous poser. Allez-y. Vous êtes muet. Est-ce qu'il n'y a pas en réalité, est-ce que la chose politique, la pratique politique, l'action politique n'est pas en danger au Mali avec tout ça? Vous êtes muet par rapport au financement des partis politiques qui vous est dû et légal. Vous êtes mieux par rapport à l'exclusion même des partis politiques dans l'attelage gouvernemental qu'il y a eu précédemment. Et voyez-vous un devenir à la politique ici au Mali? Non, déjà il y a une information, vous venez de me l'apprendre, la procédure de dissolution du SADI, c'est ça? C'est Abdraman le dit, c'est que c'est crédible. Oui, c'est ce que j'ai dit. Oui. Voilà, j'ai dit, bon, en rentrant, je n'avais peut-être pas l'information. Il vient de me donner l'information. Bon, il dit aussi que c'est sous les propos du président. Les gens présument que c'est parce que le président, ce sont les postures, l'attitude de son président vis-à-vis du régime actuel, des pouvoirs actuels qui lui a... Bon, à ce niveau, c'est vraiment un constat. Un constat que je fais, c'est qu'on est en train de confondre une personne à un parti politique. Je considère Omar Mariko comme membre du SADI et président certainement du parti, mais il n'est pas le SADI. J'ai entendu d'autres discours de d'autres cadres du SADI qui n'étaient pas en cohérence avec ce que Omar a dit. Bon, si chaque fois un président devrait... Une autre forme d'infiltration du SADI. Oui, effectivement. Non, Abdraman, je confirme effectivement. Après, s'il vous plaît, Abdraman, s'il vous plaît, après ces deux lettres de Dr Omar Mariko adressées à certains pays, on a effectivement vu la réaction du parti qui a pris cette distance vis-à-vis de Omar. C'est pourquoi j'ai dit que c'est assez important. Si c'est vraiment l'argumentaire,
je pense qu'il y a du souci. Il va falloir qu'ensemble on puisse voir quelle pourrait être la conduite à tenir. Moi, je n'ai pas encore les faits. C'est pourquoi j'ai dit j'attends. Sans les faits, ça va être difficile pour moi de me prononcer. Il y a quand même globalement un délitement de la classe politique. Donc, sauf qu'il y a eu un précédent. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, les discours politiques deviennent difficiles. C'est pourquoi, Yéléma, on a essayé de tenir. Tenir ne veut pas dire qu'on va se lever pour aller à l'affrontement. Tenir, c'est de nous lever, être au plus près des Maliens tous les jours, d'identifier les défis qu'ils ont et de travailler à apporter des solutions à ces défis dans la mesure de nos possibilités. Il n'y a pas un seul enjeu sur lequel Yéléma ne bouge pas. Quand on parlera des veuves des militaires, nous sommes au plus près d'eux. Les enfants des militaires, nous sommes au plus près d'eux. Les déplacés, nous sommes au plus près d'eux. À certains niveaux, Yéléma est présent avant l'État. Je le disais, quand le bateau a été attaqué, le Yéléma était là avant l'État. Quand il y a eu l'attaque de Banyangara, les premières réactions sur le train, c'était Yéléma. Et à beaucoup de niveaux, Yéléma est là souvent avant l'État. D'accord. Les défis sur les questions d'eau, les forages, les ponts, tous les jours, nous sommes sur ça. Vous savez, nous n'avons pas le choix que de faire en sorte que le discours politique porte. Et la meilleure façon, c'est d'être au plus près des Maliens, d'identifier les défis et d'apporter les solutions. Allez-y là, il ne s'agit pas seulement que le discours politique porte. Effectivement, ça c'est essentiel. Donner plus de crédibilité au discours politique, c'est tout à fait. Mais en réalité, il s'agit aussi de ramener la chose politique, la chose publique dans le giron de la politique. Parce qu'en réalité, la chose politique est en train d'échapper au giron de la politique pour un temps indéterminé. C'est ça le fond du problème. Absolument, c'est ce que j'ai essayé de répondre. Vous savez, quand un parti s'organise et qu'on voit que ça va être difficile seul de porter les choses, on travaille à s'élargir, à rassembler. Oui. Et c'est ce que nous sommes en train de faire tout doucement, pas dans la précipitation. D'accord. On va continuer pour rendre encore plus crédible la chose politique. Allez-y. Non, parce que moi je reviens encore à la question du partenariat avec le M5. RFP, Malikoura. Il y a des M5, donc on pense même que c'est déjà les bases d'une alliance électorale. Est-ce de ça qu'il s'agit? Et au regard aussi des problèmes auxquels la classe politique est confrontée, est-ce que vous croyez en la survie même des partis politiques? C'est vraiment non. Là, on vient de voter une constitution qui consacre encore les multipartis et même intégrales. Pour moi, cette question ne se pose pas à notre avis. L'enjeu, c'est nous en tant que politiques. Que devons-nous faire pour ramener la politique dans le cœur du débat? C'est ça l'enjeu. Et ça ne se passera pas sans nous, politiques, et sans nos leaders politiques. C'est pourquoi nous travaillons à optimiser nos voix, à travailler, à rassembler davantage les Maliens, à être au plus près d'eux, à identifier les dés, à apporter des solutions pour tout doucement progresser. Et croyez-moi, nous sommes en train de progresser et de bien progresser. Maintenant, la question qui est de savoir est-ce que nous sommes en train de faire une association électorale. Pour le moment, ce n'est pas sur la table. Une plateforme électorale. Tout à fait, ce n'est pas sur la table. Nous sommes en train de voir une phase sur laquelle on va travailler. On verra ce que ça va aboutir, on n'en sait rien. Président, depuis quelques jours, nous assistons à une brouille diplomatique entre le Mali et l'Algérie. Les raisons sont connues. Les autorités algériennes ont eu une rencontre avec certains acteurs maliens, acteurs hostiles à la transition. Déjà, quelle lecture, comment le parti Yéléma se positionne par rapport à cette brouille entre le Mali et l'Algérie? Bon, comme vous dites que les raisons sont connues, j'espère que ce sont les raisons. Moi, je ne suis pas dans les secrets. Sauf que les raisons sont contenues dans un communiqué officiel du gouvernement du Mali. C'est ce que j'ai dit. Vous connaissez certainement toutes les raisons. Moi, je n'en sais pas. Ce que j'ai vu, c'est que certainement les autorités ont perçu l'accueil des autorités algériennes de certains de nos responsables religieux et une partie des mouvements qui ont pris l'arme contre le pays et aujourd'hui, à la limite, qui sont sortis de la République. Je pense que c'est ça l'enjeu pour l'État, qui a perçu ça comme quelque chose qu'ils ne pourront pas accepter. Et je pense que si on s'est limité à ça, je pense qu'ils ont leurs raisons de chercher à comprendre de quoi il s'agit. Et je pense que diplomatiquement, c'est ce qu'on a essayé de faire, de convoquer des ambassadeurs, d'en discuter
et essayer de voir quelles pourraient être les solutions. Mais croyez-moi, depuis quelques jours, on a senti qu'on est dans une brouille diplomatique. Vous savez, quand on rappelle déjà un ambassadeur, on est dans la brouille diplomatique. Et moi, je me pose beaucoup de questions. C'est l'Algérie quand même qui a nous aussi, on a fait. C'est pourquoi j'ai dit on est dans la brouille diplomatique. Oui. Si l'Algérie a appelé, nous aussi, on a appelé. On est déjà dans la brouille. Dans la brouille. C'est ça le fait. Maintenant, comment gérer cette histoire? C'est ça, pour moi, les grandes questions. Oui, mais comment gérer finalement? Je reviens. Allez-y. Comment gérer cette situation? Pour moi, c'est ça les enjeux aujourd'hui. Moi, je suis du principe que souvent, il y a des combats qu'il faut éviter. C'est mon avis. Mon avis qu'il faut renforcer davantage la diplomatique, renouer le dialogue. Le seul point sur lequel je ne souhaite pas qu'on quitte, quelles que soient les tensions, c'est la table. Je ne veux pas du tout. Docteur Diawara, est-ce que le gouvernement du Mali a eu tort de convoquer l'ambassadeur algérien ici au Mali? Ça, ce n'est pas, tout est parti de pas là aussi. Non, ce n'est pas un tort. Oui. Quand on ne comprend pas, on demande à comprendre. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a peut-être des informations que nous n'avons pas. Mais à ce qu'on a vu, entre guillemets, ceux qui sont sortis de la République, on va dire ainsi. Oui. Et puis une autorité islamique qui a expliqué les raisons pour lesquelles il était là-bas. Oui. Et malgré tout, les autorités pensent que c'est des personnes hostiles. C'est pourquoi je me pose la question, est-ce qu'il y a d'autres informations? Sauf que l'explication est venue après, l'explication de l'imam est venue après. Quel qu'en soit, aujourd'hui, il y a une explication qu'il a donnée. Oui. Ma question, est-ce que c'est la seule explication qui vaille? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a d'autres informations en offre que nous ne maîtrisons pas? Moi, j'ai ce souci de trancher quand je n'ai pas toutes les informations. J'ai l'impression qu'il y a autre chose. Peut-être qu'on n'a pas. Nous avons toujours insisté à ce que nos autorités nous parlent en tant que responsables, en tant qu'autorité politique. Là, allez-y, voilà. Allez-y. Allez-y, là. Au niveau que la chose politique s'il vous plaît. Exclu du jeu ici. Allez-y, là. Dans la même mouvance, je crois que cette brouille a lieu au moment où on est aussi engagé dans une dynamique, l'alliance du Sahel, des États du Sahel. Et vous avez vu comment les États se sont retrouvés au Maroc. Et quand on sait sur le plan géopolitique, la tension entre l'Algérie et le Maroc, le Mali s'est retrouvé du côté du Maroc. Est-ce que cette situation est de nature à arranger les choses avec l'Algérie? Vous savez, quand vous m'aviez laissé continuer, j'allais peut-être vous donner la finalité de ma pensée. Il y a des questions sur lesquelles, bien sûr, ça nous pousse à nous poser énormément une série de questions. Et le lendemain de rappel des ambassadeurs, on a un voyage au Maroc. Moi, je n'en sais rien. Est-ce que c'était programmé avant? Est-ce que ce n'était pas programmé? Je n'en sais absolument rien. Mais nous devrons comprendre que notre pays a toujours su gérer ses relations avec tout le monde, dans l'intérêt de notre pays. Sans tension, sans... Autant nous avons des avantages économiques avec le Maroc, autant nous avons des enjeux géostratégiques avec l'Algérie. Et croyez-moi, c'est important qu'on puisse en tenir compte et faire en sorte qu'on n'aille pas loin dans cette situation. Bon. Allez-y, vous venez de lâcher le mot que notre pays a toujours su vraiment mener l'équilibre entre ces différences. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas su le faire. Comment est-ce que vous voyez la diplomatie malienne après les bruits, parce qu'il parle de bruit, les bruits qu'on a eu déjà avec la France, avec les ONG qu'on a chassés du pays, avec la CEDEAO, avec l'Algérie récemment, avec l'ONU qui est en train de quitter le pays, toutes choses qui vous ont jadis vous-même interpellé au point que vous avez fait même des communiqués là-dessus. Comment est-ce que vous voyez cette diplomatie-là, malienne-là? Quel regard portez-vous sur cette tendance? Je ne suis pas un grand diplomate, mais j'ai toujours pensé que la diplomatie, c'est éviter les problèmes. Oui, mais vous n'êtes pas un grand, mais vous avez dit quand même que nous avons toujours su. C'est que vous êtes un observateur quand même. J'arrive. De notre... Vous savez, Abdraman, c'est bien de me laisser aussi répondre. Comme je l'ai dit, moi, je ne suis pas un grand diplomate. Mais la diplomatie, pour moi, c'est éviter les problèmes et faire en sorte que nos citoyens, partout où ils sont, puissent vivre de façon paisible. Moi, j'ai entendu beaucoup d'échos de nos compatriotes, par exemple, qui sont en Algérie, et qui nous appellent de faire attention. Et donc, c'est important que nous fassions attention. Nous avons une diplomatie, certains vont dire agressive, mais comme je l'ai dit, j'ai eu beaucoup de réserves par rapport à toute cette démarche qui nous a mis à dos pratiquement
l'essentiel de nos voisins. Même si on arrive aujourd'hui à travers l'Organisation des États du Sahel à essayer de rassembler un certain nombre de pays autour de notre... Qui ont quand même une identité commune. Et quel qu'en soit, j'ai toujours dit que quand les défis sont globaux, les solutions doivent être globales. Quand les défis sont globaux, les solutions doivent être globales. Oui. Donc, travailler à mettre les gens ensemble, à trouver un certain nombre de solutions sous ce genre de défis, personne n'est contre. Mais comme je l'ai dit encore, le temps remet chaque chose à sa vraie place. S'ils sont sur la bonne voie, j'ai beaucoup de réserves, mais le temps va nous permettre de le savoir. Oui, mais est-ce que vous jugez la diplomatie actuelle malienne en deçà ou bien à la hauteur des enjeux? C'est ce que nous voulons savoir, M. Diawara. Il faut vraiment avoir le courage de dire ce que vous pensez de ces choses-là. Et croyez-moi, vous savez, quand on est leader sauf que ce n'est pas un grand diplomate. Hein? Non, c'est au-delà de ça. Difficile pour lui de juger un grand diplomate. Au-delà de ça, et moi j'ai beaucoup de réserve quand je ne vois pas la visibilité. C'est ça mon souci fondamental. Aujourd'hui, on a une diplomatie qu'on le veut, qu'on ne le veut pas, qui arrive à progresser, même si j'avais beaucoup de réserves sur ces questions. La façon dont on a abordé tous ces enjeux autour de nous, vis-à-vis de nos voisins, vis-à-vis de nos organisations, et Dieu sait que j'en ai parlé. Mais bon, ça progresse, qu'on le veut, qu'on le veut pas. Voilà. Allez-y, Laya, s'il vous plaît. L'alliance, l'AIS qui a été mise sur les fonds baptismaux, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est quand même une sorte de pied de nez à la CEDEAO? Et est-ce que vous croyez que les autorités, dans la posture actuelle, sont prêtes vraiment à se soumettre à quoi que ce soit venant de la CEDEAO? Je ne suis pas à la place de nos autorités pour savoir s'ils sont prêts à se soumettre à la CEDEAO ou pas. Moi, j'ai beaucoup de réserves par rapport au fonctionnement actuel de la CEDEAO. Vous savez, on a fait des prises de position ici. Oui. Mais quand vos décisions ne portent plus, il faut se poser les bonnes questions. Je pense que la CEDEAO même doit se poser les bonnes questions pour trouver les meilleures solutions à sortir de ça. Sinon, c'est une organisation qui risque, on ne le souhaite pas du tout, de partir. Ah bon? Donc vous voyez un devenir possible à ces trois États-là, de l'AES, en dehors de la CEDEAO et des espaces communautaires déjà existants? Ça n'a rien à voir avec l'AES. Je pense que ce qui est en jeu, c'est le respect des engagements et des décisions que la CEDEAO même a prises entre les pays membres. Si on a des problèmes aujourd'hui qui se posent et que les engagements sur lesquels chaque pays de façon souveraine s'est engagé et qu'on n'arrive pas à les mettre en pratique, moi j'ai des soucis. Vous êtes en train de parler de ces histoires de coups d'État mais bien sûr, Abdraman, on ne l'a jamais caché. La CEDEAO ne trouve pas de solution. C'est un problème. Donc tant qu'ils n'auront pas de solution à ces problèmes-là, c'est que vraiment ce n'est pas une organisation viable. Non, ça va être difficile, croyez-moi, parce que ça va encourager énormément d'autres coups. Que Dieu nous en préserve. On est déjà dans des situations où nous sommes en train de travailler à nous en sortir. Mais il y a des velléités tous les jours. Vous avez dû entendre au niveau des pays comme la Sierra Leone, comme la Guinée-Bissau. Oui. C'est des menaces permanentes. Ma question est claire. Et Dr Diawara, moi je crois que la CEDEAO avait déjà arrêté un chronogramme. Et les autorités quand même ont reporté les élections. La CEDEAO n'a pas pipé un mot. Aujourd'hui, les gens encore attendent. Sauf que la CEDEAO quand même a réagi. Hein? Il a déploré cette façon unilatérale de faire les choses. Mais c'est pour ça que il a ouvert une petite fenêtre. Oui. Est-ce que, de par cette position, vous croyez que les autorités peuvent accepter une quelconque injonction venant de cette organisation? Je ne sais pas ce qu'on entend par injonction. Quand on décide de façon libre, volontaire, d'adhérer à une organisation, avec ses principes de fonctionnement et tout, je ne vois pas ce qu'on veut dire par injonction. Tu ne peux pas être dans mon parti avec les règles de jeu que tu as accepté. Et après que tu as accepté de façon libre et après me parler d'injonction. Ce n'est pas ça la question fondamentalement pour moi. Pour moi, c'est comment dire, la limite de la CEDEAO. Jusqu'où la CEDEAO est prête à partir pour que les engagements sur lesquels on s'est mis, libres, volontaires, soient respectés. Moi, j'ai énormément de réserves parce que chaque fois qu'il y a des décisions engagées, encore c'est des problèmes. Ouais. D'accord. La transition, selon vous, signifie, je reviens un peu là-dessus,
la rupture avec des pratiques de mauvaise gouvernance. Vous l'avez si bien dit, vous l'avez martelé. Est-ce qu'en dehors de ce qu'on voit comme arrestation de gens dans le cadre de dossiers de malversation et autres là, vous voyez les autorités actuelles dans cette dynamique-là de rompre avec les pratiques de mauvaise gouvernance? Moi, j'ai beaucoup de soucis pour mon pays. Beaucoup de soucis, pour beaucoup de raisons d'ailleurs. Quand on est dans un pays où il y a ce qu'on appelle la rupture des services aux citoyens, et tous les jours prend un élan exponentiel, il y a un souci. La rupture des services, vous faites allusion au délestage? Ah, bien sûr, Oui. ça en fait partie. Pour être un peu plus précis. Pas que ça. Je Oui. pense qu'il y a beaucoup de niveaux où aujourd'hui, on a énormément d'efforts à faire. Et quand je vois jusqu'à présent beaucoup de nos écoles fermées, j'ai beaucoup de soucis. Quand on voit des tensions au niveau de nos structures de santé, j'ai beaucoup de soucis. Quand on a des difficultés sur nos tronçons, avec nos voies, Dieu seul sait dans quel état c'est, nous avons des soucis. Donc, pour ces raisons, moi je pense qu'il y a énormément de défis sur lesquels nous devrons évoluer. Sinon, ça va être compliqué. Mes premières prises de parole, quand j'ai été élu président, je me rappelle il y a 3 ans, j'avais dit, ce n'était pas sur votre chaîne, c'était sur une autre chaîne. J'avais dit que la sécurité pour moi, ça a été un des objectifs majeurs sur lesquels on a voulu nous engager, qui est une priorité pour notre pays. Ça, personne n'en discute. Mais j'ai toujours dit que la sécurité reste un tout, et un tout indissociable. On ne peut pas aujourd'hui, et souvent je suis de la santé, j'ai dit aujourd'hui, s'il y a une épidémie qui tombe sur notre pays, on comprendra fondamentalement qu'il peut décimer même les militaires, que Dieu nous en préserve. On comprendra que la sécurité n'est pas que les fusils, c'est beaucoup d'aspects. J'avais dit, si on met un soldat derrière chaque Malien et qu'on entoure notre pays de têtes nucléaires, si le Malien n'arrive pas à manger, si le Malien n'arrive pas à se soigner, s'il n'arrive pas à aller à l'école, on a des problèmes. Oui, Vous reprenez déjà la formule des 3D du... Quand on parle aussi, il s'agit, je pense que vos propos font allusion surtout à l'assainissement de la gestion de la chose. du développement surtout. Et c'est vrai qu'il y a des actions de lutte spectaculaires, de lutte contre la délinquance financière et la corruption, ce qui a conduit beaucoup de hauts responsables, surtout de la gestion antérieure, de la gestion du régime défunt, en prison actuellement. Ils sont arrêtés pour des faits de ce genre. On n'en voit pas pour le moment pour la gestion actuelle, mais selon vous, est-ce que vous voyez dans la gestion de la chose politique, selon même les engagements que le Mali Koura même a pris, par exemple, on voit que le budget des institutions est augmenté alors que les gens ont pris des engagements de diminuer vraiment le train de vie de l'État. Des mesures d'austérité. Le train de vie de l'État, il y a tout ça. Il y a même des mesures, des décrets qui ont été pris qui mettent certaines autorités à l'abri de toute poursuite. Je ne sais pas si vous Alors, il nous reste 3 minutes. Hein? Oui. Est-ce que vous voyez avec tout ça là, vous voyez en dehors de ce qu'on voit comme action judiciaire, une volonté réelle d'abandonner les anciennes pratiques de gestion que vous dénonciez pratiquement dans votre... Vous savez, arrêter les gens ne les rend pas coupables forcément. Qu'est-ce qu'on a demandé beaucoup plus à nos autorités? C'est de les juger. C'est des mesures répressives, effectivement. C'est la démarche de mesures répressives. Il faut juger les gens. Ils ont arrêté beaucoup de personnes. C'est important qu'on puisse les juger, que les faits soient établis. Pour moi, c'est ce qu'il faut en termes de finalité à toute action judiciaire. Sinon, ça risque d'apparaître aux yeux de tout le monde. Vous sentez une lenteur à ce niveau? En tout cas, il y a des gens qui sont gardés depuis plus d'une année, 2 ans, et qui demandent leur jugement d'ailleurs, qui ne sont pas jugés. D'accord. Votre dernière question. Et maintenant, il y a le budget 2024 quand même a été adopté. Ça ne prend pas en compte la manne des élections. Et on sait qu'en 2023 déjà, ça figurait. Et qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire? Quel signal Non, cette question, je l'ai répondu à 1001 fois. Je vais vous répondre encore 1002 fois. Il n'y a aucune lisibilité sur les élections. C'est ça la vérité. Et la preuve, vous venez encore de donner, si ce n'est même pas prévu dans le budget. Parce qu'on entend beaucoup d'explications par-ci, par-là, mais nous ne rentrons pas dans ça.
ce n'est pas prévu. Ce n'est pas prévu. D'accord. Quelle pourrait être notre conduite à tenir? Je pense que c'est sur ça qu'on est en train de travailler. D'accord. Abdraman, pour Bon, la si c'est le cas, si c'est le cas, des gens sont en train de travailler pour une candidature du président de la transition. Et vous, même dans la déclaration commune, vous appelez au respect de la charte et de la constitution. Est-ce que à ce niveau, ça ne vous inquiète pas? Non, on revient sur ces questions. La position du parti est connue sur ça. Nous voulons le respect de la charte. Et nous ne voulons pas de la candidature des autorités. Pour moi, peut-être nous revenir encore sur ça. On n'a jamais souffert d'aucune ambiguïté au sein du parti. Allez-y, Abdraman, pour la dernière question. Dernière question, il a parlé de Kidal. Il avait bel et bien dit que Kidal tout le monde a salué le retour de l'armée, mais on connaît dans quelles conditions. Et il se trouve que Kidal, vous avez une histoire, vous, votre parti avec Kidal, parce que celui que vous venez de choisir comme candidat est celui par qui tout est parti. C'est ce qui nous a amené l'accord d'Alger et tout ça. Comment est-ce que vous sentez réellement cet épisode de Kidal, le retour de l'armée? Est-ce qu'un aboutissement, vous le sentez comme un aboutissement de la démarche que vous avez entreprise depuis 2014 ou bien quelque autre chose? Bon, je suis assez surpris d'entendre que tout est parti de la visite du Premier ministre à Kidal. Et je le répète encore, le Premier ministre du Mali à Kidal. Oui, ça nous a engendré quand même l'accord, parce que c'est à partir de ça qu'on a eu un accord qu'on n'a pas pu... Monsieur le Président, c'est un fait aussi. Vous êtes attaché au fait. On n'a pas pu... Je suis effectivement... Mais comprenez qu'on avait avant ça un accord. C'est l'accord de Ouagadougou qui nous a permis vraiment d'évoluer sur on était à Kidal, l'accord de Ouagadougou nous a permis... On était à Kidal. On était dans une dynamique de retour progressif que vous avez voulu... On ne va pas quand même refaire ce débat. Que vous avez voulu forcer et cela a déclenché cette situation où l'armée a été obligée de quitter Kidal et d'engager des discussions, des pourparlers sur le territoire algérien qui nous a donné cet accord qu'on n'a pas pu mettre en œuvre. Abdraman, donc vraiment vous êtes à l'origine de cette histoire. Donc c'est pourquoi je vous dis, je vous ai souvent entendu, est-ce que vous le considérez comme un aboutissement de la démarche? Ou un soulagement? Un soulagement ou bien parce que ça peut... Abdraman, ma question, est-ce que vous pensez que... Sauf qu'ici c'est moi qui pose les questions. Non, en fait je réponds pour dire tout simplement que la visite du Premier ministre à Kidal, je répète encore parce que c'est tellement facile de le dire, votre ancien président. Et comprenez que c'était d'abord le Premier ministre ça c'est clair. Qui était à Kidal, qui est allé sous l'autorité d'un président démocratiquement si ça marchait, j'étais sûr que Yelema allait faire ça. Si ça avait marché, il y aurait d'autres propriétaires pour cette victoire aussi que Yelema. Maintenant que ça n'a pas marché, beaucoup de gens pensent que c'est la responsabilité de Yelema. Mais comprenez que c'était une visite d'État. Oui. Bien sûr, décidée en Conseil des ministres. Avec 8 ministres qui étaient dans la délégation pour juste se rendre compte de l'état dans lequel nos concitoyens et l'administration est en train de travailler pour servir les concitoyens. Même si certains ont désisté après. Hein? Oui, pour des raisons de maladie. Ça a été dit et clairement dit. Et on ne pouvait pas voir autre chose que cela. Maintenant, nous ne sommes pas dans les petits calculs. Quand nous sommes responsables à un certain niveau. Mais vous avez quand même jubilé de la reprise de Kidal. Mais bien sûr. Ça peut avoir relancé la crise. Comme tous les Maliens à l'époque. Moi, je ne jubile pas. Parce que pour moi, Kidal, la façon dont Kidal a été repris, ça relance la crise. Sauf que Abdraman n'est pas l'invité de ce soir. C'est votre lecture, Abdraman. Pour moi, aujourd'hui, l'État du Mali est dans une position de relative force. Et quand on est dans une relative force, c'est important de tendre la main. D'accord. Et donc, de rassembler davantage. On doit tendre la main maintenant aux extrémistes. Bien sûr. Alors, à tout le monde. Voilà. Il y a certains qui n'ont même pas quitté. Ils n'ont même pas quitté le dispositif. Au contraire. Alors qu'ils sont décidé. Ils sont poursuivis pour la plupart. Ils ont décidé. Certains ont décidé de rester avec l'État du Mali sur cette conquête. Et cela est clair. Maintenant, quand on est en position de force, il est plus facile quand même de Docteur négocier. Diawara, aujourd'hui, on est en position de force. Nous sommes malheureusement au terme des débats pour le compte de cette audience. À présent, le jury va se retirer pour procéder publiquement à la délibération. Laya, nous sommes dans les secrets de la délibération. Oui, bon. Je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris parce que, comme aime à le dire Chana, pourquoi condamner
d'un homme de conviction, puisque Dr Diawara vient de démontrer quand même qu'il est un jeune politique sur lequel il faut compter et sur lequel on doit compter. Et c'est son leadership aussi qui lui a valu sa reconduction, la confiance de ses camarades qui lui ont renouvelé leur confiance. Et je crois que tout au long de ce débat aussi, il a clairement expliqué la position du parti. Et je ne suis pas surpris parce que j'ai eu la chance de l'avoir en face de moi dans le cadre de l'autre débat. Et aujourd'hui, il me prouve encore qu'il est un jeune leader, un responsable politique qui a ses convictions, qui a des ambitions. Donc, Monsieur le Président du jury... Est-ce que la question de la jeunesse au Mali est encore tranchée? Vous parlez des jeunes. Bon, il est jeune quand même, Dr Diawara. Pour quelqu'un qui frôle les 50 ans finalement. Mais il est jeune. Bon, je vous laisse le soin d'apprécier. Okay. Et puis, je sais qu'il ne sera pas maintenu dans les lieux d'accusation. D'accord. Réquisitoire bien orienté, Abdraman. Oui, moi je pense qu'il y a la conviction. On ne peut pas lui reprocher d'avoir une conviction. Il l'a, et on le sent, Monsieur le Président, qu'il a une conviction. Mais à la conviction, il y a aussi l'expression de la conviction. Est-ce que cette conviction qu'il a été réellement exprimée aujourd'hui avec la tonalité qu'il sient, ça, c'est autre chose. J'ai trouvé M. Diawara un peu trop équilibriste aujourd'hui. Je pense que toutes les questions qui ont été posées ici sont des questions vraiment existentielles de la politique, par rapport auxquelles il avait un peu trop de retenue. Mais je le comprends. Je comprends parce qu'en réalité, depuis un certain temps, les hommes politiques, les hommes publics abordent les questions de ce genre et toute autre question avec beaucoup de prudence, et ils ont des raisons pour le faire. Il y a une sorte de chape de plomb qui pourrait même quelquefois avoir raison même de notre émission ici, puisque beaucoup de gens que nous convions refusent vraiment de venir parce qu'ils ont peur d'être pris en défaut par la justice, d'être pris en défaut en exprimant certaines choses qui ne vont pas dans le sens de ce qu'on souhaite quelque part. Et je pense qu'il n'a pas échappé à ça, mais il a ses raisons de le faire. Il faut aussi tenir compte du fait quand même qu'il est un leader politique. Il est obligé de prendre en compte aussi les intérêts de la formation qu'il dirige, et il l'a fait aujourd'hui avec beaucoup de responsabilités. Je respecte vraiment la façon par laquelle il a voulu exprimer ses convictions, qui ne sont pas forcément ceux qu'on a entendus ici. Hein, ces convictions les plus sous-jacentes sont restées, et je pense que vraiment il est libérable parce qu'il est comme il a aussi le mérite d'accepter de venir au moins ici. Parce que depuis certains temps, vous le savez, Monsieur le Président, nous avons des problèmes pour conduire les gens sur ce plateau-là à cause de cette extrême prudence que les cadres et les hommes publics ont de dire ce qu'ils pensent. Au bénéfice de ces deux réquisitoires largement favorables à l'accusé, réquisitoires après lesquels je peux noter deux mots: conviction, responsabilité, même trois mots équilibrés. Il me plaît, Monsieur le Président, de vous libérer purement et simplement des liens de l'accusation au bénéfice de toutes ces vertus qu'on vous fait crédit déjà au bénéfice de ces vertus. Il me plaît de vous libérer purement et simplement des liens de l'accusation. Par conséquent, vous êtes acquitté. Merci bien, Barou, et merci bien au juge, on va dire ainsi. Et croyez-moi, nous avons foi en notre conviction. Et nous sommes en train de conduire le processus avec beaucoup de responsabilités, avec la ferme conviction, et nous y arriverons. Et nous sommes sur la bonne voie. Je pense que vous pouvez compter sur nous dans les mois à venir. Et c'est ma conviction. Et on va rester cela. Profitez, on est en fin d'année. Je pense que c'est ma dernière émission avec vous pour souhaiter une très bonne année à l'ensemble de vos auditeurs, à l'ensemble des Maliens.
et prier pour notre pays et davantage, et prier une fois de plus que cette transition puisse finir et de la bonne manière. Merci. C'est sur ces prières que prend fin ce dernier numéro de l'an 2023 de l'émission Le Grand Jury, qui recevait donc comme invité le docteur Youssouf Diawara, président fraîchement élu à la tête du comité exécutif central du parti Yelema. Merci à vous de nous avoir suivis et à l'an